Bonsoir à tous et bienvenue dans BBC Info, voici les titres. Plus d'une centaine de migrants ont perdu la vie lors des naufrages au large de la Libye. Selon l'ONU, il s'agit de la pire tragédie dans la Méditerranée en 2019. La Tunisie pleure son président, Béji Caïd Essebsi, décédé hier. Un deuil national de 7 jours a été décrété. Et en football, Al-Ahly, champion d'Égypte, rencontrera son rival Zamalek dimanche. Un derby avec de nombreux enjeux, comme vous le verrez dans notre dossier exclusif. La pire tragédie en Méditerranée cette année vient de se produire selon l'ONU. Environ 150 migrants se seraient noyés au large des côtes de la Libye. 150 autres migrants ont été secourus par les gardes de côte libyens et ont été renvoyés en Libye, où l'ONU affirme qu'ils risquent d'être détenus dans des conditions inhumaines. Lamine Norezine Konkobo. Ils ont eu la vie sauve, mais ils sont toujours sous l'emprise du choc. Ils sont les plus chanceux. Ils ont survécu grâce à l'intervention des gardes-côtes libyens. Ils sont quelques 145 rescapés. Mais 150 parmi ceux qui étaient à bord du navire se seraient noyés. Certains des corps ont été déjà récupérés. La guerre civile en Libye, qui oppose deux factions revendiquant chacune l'autorité de l'État, est le plus grand facteur d'aggravation de la situation des migrants, une situation déjà précaire. L'état de droit s'est effondré dans le pays, ce qui laisse libre cours à des bandes impitoyables d'occuper le vide et d'exploiter le désespoir de ces candidats à la migration vers l'Europe. Cette dernière tragédie se produit au large des côtes de Coms, à 20 km de la capitale Tripoli. La plupart des migrants qui traversent ici tentent d'atteindre l'Italie. Selon Médecins sans frontières, la plupart des personnes à bord du bateau qui a chaviré venaient d'Éthiopie, mais il y avait aussi des Palestiniens et des Soudanais, comme cette femme dont l'enfant s'est noyé. J'ai perdu mon enfant de 7 ans, dit-elle, à cause de l'organisation parce qu'ils ne nous aident pas. Ils n'aident pas les migrants. Je souhaite qu'ils puissent amener un étranger ici afin qu'il travaille avec l'organisation ici, afin qu'il puisse voir notre situation. Face à la problématique, l'Europe se transforme de plus en plus en forteresse. Le vice-premier ministre italien Matteo Salvini interdit aux navires battant pavillon étranger d'accoster dans les ports italiens. Les gardes-côtes libyens multiplient les patrouilles et les rescapés à chaque tragédie sont renvoyés dans des centres de détention tels que celui-ci, dont les conditions inhumaines suscitent des condamnations. Le HCR demande l'ouverture de corridors sûrs entre l'Afrique et l'Europe, une des mesures selon l'agence onisienne contre de tragédies futures. Et l'un des pays voisins de la Libye, la Tunisie, pleure son président au lendemain de la mort de Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Sa dépouille a été transférée aujourd'hui de l'hôpital militaire de Tunis vers le palais présidentiel de Carthage. Des funérailles nationales sont prévues demain en présence de plusieurs chefs d'État. 7 jours de deuil national ont été décrétés et les journaux ont été imprimés en noir et blanc. La Tunisie doit désormais s'atteler à la préparation d'élections dans un délai de 90 jours. L'intérim est assuré par le chef du Parlement Mohamed Ennasser, une transition ordonnée qui rassure les Tunisiens. La transition s'est bien passée et le peuple tunisien sait qu'il ne peut y avoir de retour en arrière, qu'il repose en paix. Tous les journaux sont tristes aujourd'hui. C'est bien que tout le monde continue à vivre normalement. Nous avons de la peine parce qu'il était notre président. Mais le pays doit continuer d'aller de l'avant, aujourd'hui, demain et le jour d'après. Tout le monde doit prendre ce chemin. Cette transition du pouvoir révèle un certain degré de maturité démocratique de la part du peuple et des institutions, surtout les institutions de l'État. Il y a des institutions, une constitution et un processus clair. C'est notre président. Il représentait le meilleur de nos politiciens. Et il était notre plus grand soutien. C'est ce soutien que nous avons perdu. J'ai le sentiment d'avoir perdu un père.
Le reste de l'actualité en bref et en images. Les musulmans vivant en RDC privés de pèlerinage à la Mecque, une décision des autorités saoudiennes en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la RDC. Aucun visa ne sera délivré aux personnes venant de RDC pour prévenir le risque de contamination des pèlerins, a expliqué le gouvernement saoudien. L'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola urgence sanitaire mondiale, mais avait demandé aux États de ne pas restreindre les déplacements. La Syrie est-elle oubliée de tous? La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dénonce l'indifférence de la communauté internationale face au nombre croissant de civils tués par des frappes aériennes dans le nord-ouest de la Syrie. Selon Michel Bachelet, plus d'une centaine de civils, dont des enfants, ont été tués en 10 jours à Idlib. Cette photo de fillettes prises au piège de leur immeuble effondré est devenue virale. Ébrouille diplomatique entre Donald Trump et la Suède à propos du rappeur A$AP Rocky. Le président américain avait appelé le premier ministre suédois pour faire libérer l'artiste new-yorkais, incarcéré à Stockholm depuis 3 semaines après une bagarre. Mais A$AP Rocky sera renvoyé devant un tribunal. Dans un tweet, Donald Trump a vivement critiqué la Suède et son premier ministre. Passons maintenant au dernier reportage de notre série spéciale sur le handicap en Afrique. Et nous partons aujourd'hui au Kenya à la rencontre d'un homme qui se bat pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Bernard Chira est passionné par les technologies d'assistance et veut en faire profiter le plus grand nombre. Regardez. En tant que personne handicapée, c'est très dur de se déplacer dans la plupart des villes africaines. Je m'appelle Bernard Chira, je suis un concepteur et connecteur et je tente de mettre sur pied un écosystème d'innovation autour de la technologie d'assistance au Kenya. La technologie d'assistance, c'est toute forme d'appareil ou de solution numérique qui permettent aux personnes atteintes d'un handicap physique de mener leurs activités de tous les jours. Ça va de choses comme des béquilles, des chaises roulantes, des prothèses auditives, des lunettes et parfois des outils qui aident les gens à interagir avec le monde numérique, comme les ordinateurs. C'était dur pour moi d'aller à l'école, car la plupart des écoles n'étaient pas équipées pour m'accueillir. Il y a des obstacles, et ces obstacles reposent souvent sur une mentalité d'exclusion. Les gens pensent que le handicap, c'est quelque chose d'à part. A special separate issue. The gap for assistive technology globally stands at 1 billion. 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à une technologie d'assistance de qualité et abordable. Assistive technology. You have new technologies that are making assistive technologies. Les nouvelles technologies rendent les technologies d'assistance plus efficaces. Par exemple, dans le domaine des prothèses. Prosthetics fitting. First of all, it takes a very long time. Le procédé traditionnel prend beaucoup de temps. Il faut d'abord prendre un plâtre de vous. Les matériaux sont très lourds. Donc si vous donnez cette prothèse à quelqu'un, elle sera déjà une contrainte en soi. Give that prosthetic hand or foot to somebody, it's gonna be a limitation in itself. We'll be very proud if we Nous serons très fiers si nous parvenons à créer entre 80 et 100 nouvelles initiatives au Kenya et en Afrique. We'll be very happy if we are able to. Nous serons très heureux si nous pouvons changer le quotidien de 9 millions de personnes au cours des 3 à 5 prochaines années. In the next 3 to 5 years. And we'll also be. Et nous serons aussi très heureux si nous pouvons changer la mentalité des gens au sujet du handicap et des technologies d'assistance. About disability and assistive technology. On ouvre cette page des sports aujourd'hui avec les championnats d'Afrique de volley-ball à Tunis et on connaît les affiches des demi-finales, Emmanuel. Oui Nicolas, et ce sont de belles affiches. Tunisie-Égypte, la Tunisie reçoit donc, l'autre demi-finale mettra aux prises l'Algérie et le Cameroun. Pour vous donner une idée des performances de ces équipes durant la phase de poule, puisque cette phase de poule est terminée, la Tunisie a gagné ses 4 matchs et a terminé avec 12 points au compteur, donc favori a priori contre l'Égypte, et le Cameroun a fait de même, 4 victoires,
en 4 matchs joués durant la phase de poule. Donc, a priori, on pourrait faire de la Tunisie et du Cameroun les favoris pour se qualifier pour la finale. L'Égypte, donc, est en lice sur le plan du volley. Il n'y a pas si longtemps, vous le savez, vous vous en souvenez, c'était les footballeurs égyptiens qui étaient sous les feux des projecteurs à l'occasion de la CAN de football, donc en Égypte. Mais le football en Égypte, ce n'est pas uniquement la CAN, bien entendu. C'est aussi, et là, c'est un fil conducteur, la vieille rivalité entre 2 grands clubs du Caire, Al Ahly et le Zamalek. Et ce dimanche, eh bien, les 2 grandes équipes se rencontrent lors de la dernière journée de championnat. Un match un petit peu pour l'honneur, il n'y a pas trop de suspense parce que Al Ahly est déjà assuré du titre, mais quand même, ça reste un événement, ça reste bien sûr un derby. Alors retour justement maintenant sur l'histoire de cette vieille rivalité entre le Al Ahly et Zamalek avec Pierre-Antoine Denis. Au moins 2 fois par an, c'est toute une ville qui rentre en fusion et qui se divise le temps de 90 minutes. Et que les âmes sensibles s'abstiennent, car ici, c'est le derby du Caire. Al Ahly contre Zamalek. Avec plus de 40 titres domestiques, Al Ahly est considéré comme la référence en termes de football africain, étant même le club du siècle. Mais Zamalek de son côté a 12 titres nationaux et 5 titres continentaux, donc chaque match entre ces 2 équipes a un goût spécial, tant il définit le futur de la ville. Nous aimons cette rivalité, elle nous incite toujours à être meilleurs, à rester concentrés et à vouloir plus de choses. Zamalek sera toujours le rival d'Al Ahly. En tant que fan de Zamalek, je trouve qu'Al Ahly est le club de l'État. Même les médias égyptiens sont pour Ali. S'il y avait une justice, Zamalek serait la meilleure équipe du monde. La compétition en Égypte sera toujours limitée à Ali et à Zamalek. Et les fans sont évidemment au cœur de cette rivalité, avec des groupes de supporters s'appelant fièrement des ultras. Ils suivent leurs équipes absolument partout, mais parfois, les matchs se terminent dans le chaos et l'incompréhension. Al Ahly Zamalek, c'est une histoire de trophée, mais c'est aussi une histoire de tragédie. Ce monument que vous voyez juste derrière moi est là pour se souvenir des 72 supporters de Al Ahly décédés en 2012 dans le stade de Port Saïd. 3 ans plus tard, 20 supporters de Zamalek ont eux aussi perdu la vie du côté du Caire dans des incidents similaires. Donc, qu'ils le veuillent ou non, les 2 clubs sont unis à tout jamais dans l'horreur de supporters qui souhaitaient tout simplement supporter leur club. Ces événements ont rapproché les 2 équipes le temps d'une manifestation contre la fédération et la sécurité dans les stades. Une démarche inédite afin de montrer l'unité dans un moment crucial de la rivalité qui avait dépassé le rectangle vert. Mais maintenant, le derby le plus chaud d'Afrique se joue à huis clos jusqu'à nouvel ordre, à des centaines de kilomètres du Caire. Il y a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir derrière moi, puisqu'il y a un match de foot à la télé. Et donc forcément, les gens se sont attroupés ici pour regarder cette rencontre. Mais ce n'est absolument rien comparé à l'ambiance qu'il y aura ici dimanche soir. Tous les sièges seront pris d'assaut. Ce sont des centaines de personnes qui vont venir regarder la rencontre. La rue entière sera fermée. Mais ce n'est pas qu'ici, puisque cette situation sera équivalente dans l'ensemble du pays, montrant une fois de plus que ce pays est bel et bien à part sur l'échiquier du football mondial. Sébastien Coe, candidat à sa propre succession à la tête de l'IAAF, ce sera lors du congrès électif les 25 et 26 septembre prochains à Doha au Qatar, juste avant les mondiaux d'athlétisme. Lord Coe qui est arrivé à la tête de la Fédération internationale en 2015. Et puis la 19e étape du Tour de France cycliste nous a réservé un petit coup de théâtre, étant donné la météo. En effet, il y avait une tempête de grêle sur la route d'accès à la ville-étape, Tignes, une station de sport d'hiver. Du coup, les organisateurs ont neutralisé la course, l'étape donc, et ont pris les temps pour donner les résultats en sommet d'un col, le col de l'Isran, qui culmine à 2770 mètres d'altitude, bref une étape tronquée d'à peu près 25 km. Le résultat des courses, eh bien, c'est qu'il y a un changement du titulaire du maillot jaune, puisque le Colombien Egan Bernal a été donné vainqueur de l'étape. Il prend du même coup le maillot jaune de leader, avec 45 secondes d'avance sur le précédent détenteur du maillot jaune, le Français Julien Alaphilippe. Il possède, Bernal, également 1,05 sur son coéquipier, le Britannique Geraint
Thomas, qui avait gagné le Tour, on s'en souvient, l'an passé. Donc beaucoup de coups de théâtre aujourd'hui avec l'abandon également du Français Thibaut Pinot, qui était 5e au général, Nicolas. Merci Emmanuel, je sais que vous êtes un grand fan de chaussures de sport et notre image du jour justement est celle d'une paire de chaussures qui ne risque pas de vous faire mal aux pieds mais sûrement à votre portefeuille. L'une des premières chaussures produites par Nike a été vendue pour plus de 437 000 $ lors d'une vente aux enchères à New York. Cette paire de chaussures était destinée aux concurrents des sélections américaines pour les Jeux Olympiques de Munich en 1972. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment en RDC sur Aga TV. Demain, vous serez avec la Ménorézine Konkobu pour BBC Echo et dimanche, vous retrouverez Pierre-Antoine Denis pour BBC Hebdo. Bonne soirée à tous.